Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damages. Previously on Law. Previously on Fringe. Ok, bonsoir. Pour ce nouveau numéro, on reçoit Benoît Keller et Thomas Labire. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation de la nuit du dimanche. On va parler de votre documentaire qui s'appelle Revoir l'ambassade, qui a été diffusé sur France 3, qui est disponible sur Vimeo. Est-ce qu'il est disponible vraiment en VOD ou pas? Est-ce qu'on peut revoir ce documentaire? Il est disponible sur le replay de France Télévisions, de France 3. Ok, donc sur le replay de France 3. Bon, on mettra le lien du coup sur le site internet et sur les réseaux. Alors avant de parler de votre documentaire, donc Revoir l'ambassade, j'aimerais qu'on parle un peu de vous, de votre métier. Je vais commencer avec vous, Benoît Keller. Vous êtes enseignant, c'est bien ça? Enseignant? Je suis plutôt cinéaste. Et puis, par ailleurs, j'interviens à l'université, ou bien je mène des ateliers cinéma dans les lycées, des collèges, etc. Mais ma première casquette, on va dire, c'est celle de cinéaste. Oui. Vous avez fait la FEMIS, hein, c'est ça qui est l'école du cinéma. Oui. D'accord. La FEMIS, j'ai toujours cru que c'était une école pour le cinéma de fiction. On y apprend aussi le documentaire ou il y a des liens entre les deux professions? Vous dites cinéaste. Cinéaste, c'est aussi réalisateur de documentaire ou la profession fait un distinguo entre les deux? Non, effectivement, à la FEMIS, on enseigne plus le cinéma de fiction, mais parce qu'on va dire que c'est le genre dominant, enfin c'est celui qu'on voit le plus, et puis effectivement l'enseignement est plus tourné autour de la fiction, mais on a la chance aussi de pouvoir rencontrer des cinéastes qui font du documentaire, donc il y a aussi des ouvertures en fait vers le monde documentaire. Et moi personnellement, c'est une brèche dans laquelle je me suis littéralement engouffré parce que je la trouve beaucoup plus stimulante que ce qui peut se passer sur un plateau de cinéma. Après, c'est des questions de tempérament et puis d'attente. Voilà. D'accord. Oui, j'ai vu les autres documentaires que vous avez faits, qui sont disponibles, j'imagine, sur Internet ou en VOD, et j'ai trouvé que c'était toujours très original, notamment les enfants qui sont placés dans un institut et ils vous la faites raconter leur traumatisme, entre guillemets, j'ai envie de dire, via le dessin. Les pitchs sont toujours très originaux, j'ai trouvé, de vos documentaires. On sent que derrière, il y a une passion quoi, pour raconter des histoires. Peut-être que je me trompe, hein, je vois ça par rapport à votre CV, entre guillemets. La Oui, FEMIS, oui, c'est vrai que ce que je trouve passionnant dans l'exercice du documentaire, c'est que les histoires, elles ne surgissent pas uniquement du travail qu'on peut mener avec un scénariste, ou même en se documentant beaucoup sur tel ou tel sujet, telle ou telle histoire, telle ou telle, voilà. On reste dans une, on reste dans un travail de bureau enfin de bureau ou d'atelier, mais on reste dans une sorte de bulle d'écriture comme ça, alors que dans le documentaire, l'écriture se fait vraiment dans une relation permanente avec le réel, et on est sans arrêt déstabilisé d'une certaine manière, et c'est ça qui est intéressant, quoi. L'écriture est beaucoup moins formatée, forcément. Si on joue vraiment le jeu de la rencontre avec le réel, quoi. alors, c'est super ce que vous êtes en train de me dire, et on y reviendra dessus un peu plus tard lorsqu'on parlera un peu plus du documentaire Revoir l'ambassade. Mais c'est des questions moi qui m'avaient frappé pendant le documentaire. Comment on travaille sur le documentaire, comment on écrit. Là, vous avez parlé d'écriture et de relation avec le réel, mais tout ça, je mets de côté et on en parlera un peu plus loin. La FEMI, c'est un passage obligé pour le métier de cinéaste. Ah non, pas du tout, non.
D'accord. Non, 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 pas du tout, non, non, bien, fort heureusement, non, non, on peut faire des en fait, être cinéaste, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des films, donc on peut venir d'horizons très, 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 très différents et faire des films, donc non, non, c'est absolument pas un passage obligé, non. Thomas Lalire, vous êtes chargé de mission à Villeurbanne, au cabinet du maire. Ça consiste en quoi? C'est en lien avec le cinéma ou pas de rapport? Non, il n'y a aucun rapport direct. C'est plutôt la poursuite pour moi d'expériences professionnelles dans l'action publique territoriale, notamment en agglomération, commune. Et voilà, et après plusieurs années au sein de l'agglomération de Lyon, j'ai rejoint la ville de Villeurbanne en 2020, voilà, notamment pour être effectivement référent sur les politiques publiques municipales qui travaillent à la transition écologique. Ça va des mobilités à l'énergie, en passant par l'alimentation. Alors, on va revenir sur le documentaire, donc Revoir l'ambassade, qui retrouve des exilés chiliens suite au coup d'État de 73. Euh, et on les suit durant une réunion de commémoration au château de la famille de Menton. La famille de Menton, on va y revenir plus longuement au cours de l'entretien, j'en suis persuadé. Ce que je voudrais, avant de parler du documentaire, je voudrais savoir comment est venue cette idée-là, de qui est venue l'impulsion du documentaire. Est-ce que c'était vous, Thomas, ou vous, Benoît, qui avez eu envie de parler de ce sujet-là? Au départ, il y a oui, voilà, un travail de recherche, moi, qui me fait en fait découvrir cette histoire, c'est-à-dire la manière dont en fait l'ambassade de France, après le coup d'État du 11 septembre 73 au Chili, se positionne face à une des réalités parmi l'impact énorme que représente le coup d'État, la mise en place d'une dictature militaire au Chili. Et une de ces réalités, c'est dès les premiers jours du coup d'État, le fait que des centaines de personnes sont en danger de mort au regard de leurs engagements politiques, syndicaux, euh, artistiques, et d'une manière ou d'une autre, cherchent à quitter le pays parce que, en fait, il y a pas de choix qui est laissé et que la répression qui s'abat sur le pays est implacable. Euh, et donc, une manière de quitter le pays, de se mettre à l'abri, de trouver une forme de refuge, c'est effectivement d'envisager un départ vers d'autres pays. Pas au départ, et pour de nombreux Chiliens, pas vers la France, mais plutôt vers des pays d'Amérique latine. Et comment? Bah, comment? En passant par les ambassades. Et en fait, ce qui va se produire au Chili dans les jours qui suivent le coup d'État du 11 septembre, c'est que au-delà des ambassades latino-américaines dans lesquelles se réfugient déjà plusieurs centaines de Chiliens, eh bien d'autres ambassades, notamment européennes, dont l'ambassade de France, vont accueillir des personnes qui cherchent à trouver un refuge, qui cherchent à trouver du coup un asile pour se mettre à l'abri de la répression terrible qui s'abat. Euh, donc une découverte de cette histoire à la suite d'un travail de recherche. Et la découverte de cette histoire, elle passe concrètement par des rencontres et par en fait des traces de cette histoire. Des rencontres avec la femme de l'ambassadeur, Françoise de Menton. Tu évoquais, Christophe, tout à l'heure, la famille de Menton, mais voilà, c'est un couple qui, effectivement, est à l'ambassade à ce moment-là, donc Pierre de Menton, l'ambassadeur, et sa femme Françoise, qui, en fait, dès le début de cette histoire, dès l'accueil des premiers réfugiés, va écrire des carnets sur le quotidien, en fait, sur le quotidien d'une ambassade qui est complètement chamboulé par l'arrivée de dizaines, puis bientôt de centaines de réfugiés. Euh, donc Alors, des traces matérielles de cette je te histoire et coupe. puis des rencontres qui effectivement donnent envie d'en savoir plus en fait. Au départ, en fait, il y a un travail de recherche voilà, que je conduis et puis en avançant vers l'idée de la réalisation d'un film documentaire, une rencontre avec Benoît à l'occasion d'une résidence d'écriture. Et donc, en fait, là, c'est autour de cette rencontre que en fait, se poursuit le travail. Mais effectivement, moi, c'est une histoire que j'ai découvert à la fin de mes études et notamment après avoir passé une année au Chili pendant mes études. Du coup, c'est ton voyage au Chili qui a fait germer cette idée-là, de cette découverte de.
de l'histoire de l'ambassade. C'est bien ça? J'ai bien compris? Une année passée au Chili, c'était ma troisième année d'études à l'Institut d'études politiques de Lyon, et un travail de mémoire en fait sur, c'est aussi une histoire qui est pas très connue, mais en fait, il y a eu beaucoup de religieux français qui sont partis, enfin, notamment de prêtres et de religieuses en Amérique latine dans les années 60. Et donc moi, je m'étais intéressé dans une démarche de recherche en histoire au parcours de plusieurs dizaines de prêtres français au Chili, et donc sur ce moment politique un peu particulier hein, pour le Chili, de l'unité populaire, donc du gouvernement de Salvador Allende, qui est élu le 4 septembre 70, et donc gouvernement qui dure jusqu'à ce coup d'État du 11 septembre, mais aussi pour comprendre ensuite le positionnement de ces prêtres au-delà de cette date, donc pendant la dictature, et concrètement comment en fait cette dictature militaire avait impacté, on va dire, l'exercice de leur sacerdoce au Chili en tant que prêtre français dans une voilà cette configuration très très particulière, heu et au regard aussi de leurs engagements qui étaient généralement plutôt un engagement, soit dans des quartiers populaires de Santiago, soit des zones rurales, voilà, dans différentes régions du pays. Et en l'occurrence, c'est un de ces prêtres, enfin, qui n'était plus prêtre hein, lors de notre rencontre, mais qui m'avait évoqué son passage à l'ambassade en octobre 73, donc dans un moment où voilà, vraiment on est sur les premières semaines et où au regard de la répression, lui est contraint de se cacher. Et en fait, c'est l'ambassadeur qui lui permet de se mettre à l'abri, en fait, y compris hein, malgré sa nationalité française, se mettre à l'abri à l'ambassade et ensuite l'accompagne jusqu'à son départ. Et en fait, c'est le récit de cette histoire qui me permet de découvrir cette histoire de l'ambassade, euh, et en découvrant qu'en fait, au-delà de la centaine de Français qui étaient passés par l'ambassade pour trouver quand même un peu plus de sécurité avant de repartir en France, il y avait surtout eu des centaines de Chiliens. Euh, et de là, c'est une forme de jeu de piste, en tout cas d'enquête, où de rencontre en rencontre, des carnets de l'ambassadrice aux archives du ministère des Affaires étrangères, on essaye de recomposer un peu le puzzle de cette histoire. Et finalement, c'est peut-être ça le lien derrière qui se maintient dans le projet de notre film. C'est-à-dire que c'est un film qui est composé de matériaux différents, mais qui est composé de quantités de traces et de souvenirs. Euh, Ça, peut-être qu'on en parlera dans un deuxième temps, mais c'est ça finalement. Qu'est-ce qui reste de cette histoire de l'ambassade 50 ans plus tard? Puisque en septembre dernier, c'était les 50 ans du coup d'État. Et donc ça pose très directement la question de la mémoire des témoins, mais aussi des témoins chiliens, des réfugiés accueillis à l'ambassade à l'époque, mais de leurs enfants. Et c'est peut-être aussi sur ce double niveau, donc entre la mémoire directe de ceux qui étaient adultes et qui ont des souvenirs parfois recomposés, ou en tout cas que le temps a nécessairement altéré, avec ce qui peut se dire, ce qui ne se dit pas, et ce qui à un moment donné nécessairement se raconte, et la mémoire de personnes qui étaient à l'époque des enfants. Et là, on a des niveaux de témoignages, mais ça passe aussi dans notre film par des expressions et des formes de cette mémoire assez différents qu'on est venu explorer, et qu'on est venu explorer en particulier à l'occasion, tu le disais tout à l'heure, d'une rencontre qui a eu lieu en juin 2022, donc on se rapprochait hein, de cette date anniversaire des 50 ans, dans la maison familiale de Pierre et Françoise de Menton, donc dans leur château. Et là aussi, le film voilà, cherche à établir, en tout cas, prend cette maison familiale et ce château pour le temps d'une journée, euh, pour une sorte d'ambassade, comme si le château de la famille de Menton et cette rencontre, cette réception qui permet voilà, qui crée de nouvelles rencontres entre les enfants, les petits-enfants de ce couple d'ambassadeurs et les Chiliens qui ont vécu cette histoire, euh, pouvait, en tout cas dont la silhouette évoque l'ambassade et permet de presque de revoir l'ambassade, voilà, pour boucler avec le titre du film aussi. Alors justement, moi, je trouve le documentaire bien construit.
On termine, là tu as parlé de la mémoire, de la transmission, on termine avec une séquence qui pour moi est vraiment, vraiment forte, on en parlera un peu plus tard. Je fais aussi le lien, je vais vous dire moi, Benoît Keller et Thomas Lalire, comment j'ai reçu votre documentaire. D'abord, je te rejoins Thomas, moi personnellement, je n'étais pas au courant de tous les détails. L'histoire des prêtres, et notamment de l'abbé Pierre, dont on parlera un peu plus loin, je ne le savais pas du tout. Ce que j'ai d'abord remarqué, moi, à la première vision du documentaire, c'est que 50 ans plus tard, l'émotion, elle est toujours intacte de la part des descendants et des réfugiés chiliens. J'ai trouvé ça m'a frappé, que cette émotion soit autant intacte après tout ce temps-là. J'allais dire bêtement. Mais oui, bêtement, je ne pensais pas on pouvait autant regretter son pays après avoir refait sa vie ailleurs. Et en ce sens, ce documentaire, il m'a donné une petite claque sur ce sentiment-là. Ça m'a vraiment amené moi à me poser des questions. J'ai bien aimé ce côté-là. Le documentaire, il commence aussi avec le choc de ce qui s'est passé, avec le choc des militaires qui font ce coup d'État. On voit l'un des premiers témoignages, c'est un peu les réflexes. Qu'est-ce qu'on fait lorsque ce coup d'État survient? Donc la survie, la femme qui court dans son local pour effacer le nom des gens avec qui elle travaillait, pour brûler, pour éviter les représailles. La solution, aller vers l'ambassade de France pour demander asile. Est-ce que c'était la seule solution? Est-ce que toutes les ambassades étaient prises d'assaut? Comment ça s'est passé? Thomas, tu réponds Bah, à la question? en fait, les ambassades d'abord latino-américaines, en particulier le Mexique, l'Argentine, le Venezuela, oui, sont prises d'assaut parce qu'en fait, en Amérique latine, depuis déjà le 19e siècle, il y a une forme de régularité de coup d'État qui, à un moment, fait entrer dans le droit euh, ce qu'on appelle l'asile diplomatique. Et c'est quoi l'asile diplomatique? C'est le fait de trouver asile et d'obtenir asile au sein d'une ambassade, donc d'un pays, avant même d'être sur le territoire de ce pays. Parce que sinon, quand on parle et on pense au droit d'asile, souvent, en fait, on se réfère à l'asile territorial. Et donc, là, cette forme d'asile diplomatique, elle est pratiquée, connue et reconnue par la quasi-totalité des États latino-américains. Donc, il y a un réflexe qui est face à la menace, face à la répression qui s'abat, de pouvoir trouver refuge dans des ambassades latino-américaines. Et puis, en plus, il y a une forme de... en tout cas, la perspective de l'asile dans un pays latino-américain pour des Chiliens, c'est alors évidemment quelque chose de très difficile et compliqué à vivre, mais le fait de parler la même langue, en tout cas, crée une forme de passerelle et quelque part, c'est peut-être un peu plus facile de se projeter vers un départ, vers un pays enfin en tout cas au sein duquel on parlera la même langue. Ce qui surgit et qui est complètement inattendu après le coup d'État, c'est le fait que d'autres ambassades, donc de pays, notamment de pays européens, ouvrent aussi leurs portes. Et alors même, et c'était le cas de l'ambassade de France, alors même que ces pays, que ces États ne reconnaissent pas l'asile diplomatique, vont en réalité le pratiquer pendant plusieurs mois. En fait, jusqu'au 11 décembre. Donc, l'histoire dont on parle, en fait, elle est très, 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 très dense, hein. Elle se situe entre le 11 septembre 73 et le 11 décembre. Et effectivement, il y a plusieurs dizaines d'ambassades qui vont accueillir des réfugiés chiliens là, sur cette période, en tout cas de ces 3 mois. Mais en fait, 6 ambassades accueillent en gros le 2 tiers des 6000 réfugiés chiliens qui vont passer par des ambassades. Donc j'ai cité les 3 pays latino-américains tout à l'heure et il faut rajouter du coup l'Italie, la Suède et la France qui prennent une part assez active en fait dans cet asile diplomatique. Réjouissons-nous que le cœur encore nous anime. Et même de ces larmes qu'on éponge, il y a des histoires très belles qui se terminent et d'autres des pourries qui se prolongent. J'entends des gens me dire, c'est normal d'être aussi paumé dans ta situation. On
t'en veux pas et on le prend pas mal, mais t'es paumé, c'est une constatation. Tu prends des tas de décisions radicales, des décisions que tu tiendras jamais. Et tu vas te décevoir au final, déjà que t'arrives plus trop à t'aimer. Mais t'étais chaud, ça ouais, t'étais beau. Quand t'avais son amour collé comme un bouclier, tu savais où t'allais. Ouais, t'étais chaud. Quand t'avais son amour collé, tu savais où t'allais. Mais c'est assez, je suis pas si perdu que ça, je dois juste tout repenser. Donc on me reconnaît pas et là sur ma lancée, y a des gens qui me lâchent pas, leur regard inquiet, je te jure que ça me rassure pas. Mais j'étais chou, ça ouais, j'étais beau. Quand j'avais son amour collé comme un bouclier, je savais où j'allais, ouais j'étais chaud. Quand j'avais son amour collé, je pouvais tout plier. Réjouissons-nous que le cœur encore nous anime. Et même tous ces larmes qu'on éponge, y a des histoires très belles qui se terminent, et d'autres de pourries qui se prolongent. Pour briller dans ses yeux au début, c'était facile. J'avais une chanson ou deux, je sais plus, c'était facile. Quelques citations jolies et le feu dans mon corps. Puis elle a fait le tour de moi et d'un commun accord. T'étais chaud, ça ouais, t'étais beau. Elle m'a dit, Tu sais nous, ça y est, je veux nous oublier. Tu savais où t'allais, moi pas du tout. À rester dans ta roue, j'allais finir par m'effacer. réjouissons-nous que le cœur encore nous anime. Et même de ces larmes qu'on éponge, y a des histoires très belles qui se terminent. Et d'autres de pourries qui se Réjouissons-nous que le cœur encore nous anime. Et même de ces larmes qu'on éponge, y a des histoires très belles qui se terminent. Et d'autres des pourries qui se prolongent, des pourries qui se prolongent. Car des histoires très belles j'en connais même certaines qui n'ont pas duré, qui n'ont pas tant duré. Car des histoires très belles j'en connais même certaines qui n'ont pas duré, qui n'ont pas tant duré. Alors, le documentaire donc raconte cet exil, cet asile politique, mais si je vous dis que pour moi, il raconte aussi, il fait le portrait aussi surtout Florence, hein, Françoise, excusez-moi. Il faut aussi le portrait de Françoise de Menton, qui est la femme de l'ambassadeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou ou c'était vraiment pas votre objectif de mettre autant la lumière sur elle? Moi, je trouve qu'elle hante le documentaire du début à la fin, hein, mais vraiment. Oui, le terme est bien trouvé, hanter parce qu'effectivement, elle est très présente dans le film. On nous a aussi un petit peu parfois reproché de ne pas la voir suffisamment, mais en fait, elle est extrêmement présente parce qu'on entend sa voix et c'est elle qui nous guide dans cette histoire-là, puisque on rentre dans l'ambassade de France au Chili à travers la lecture de ses carnets, et c'est elle qui nous raconte de l'intérieur, au jour le jour, ce qui s'est passé. Donc ça, je pense avec Thomas, dans la préparation du film, la lecture des carnets de Françoise, ça a été un axe très, 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 très fort du travail, de la préparation du scénario, j'allais dire. Et ensuite, le travail, ça a été de trouver des passerelles, des liens entre cette lecture des carnets de Françoise et puis la réception en 2022 dans le château de la famille de Menton, en honneur aux familles de Chiliens, quoi. Justement, on entend tout au long du documentaire des extraits du journal de Françoise. Comment vous avez eu accès? Ça a été facile d'obtenir les extraits, d'obtenir le journal? Ça a été quelque chose que vous aviez voulu dès le départ ou ça s'est fait au fur et à mesure de la préparation du documentaire? On parlait tout à l'heure d'enquête. En fait, l'une des premières personnes que je rencontre qui a vécu cette histoire, c'est Françoise de Menton. Et à ce moment-là, elle est déjà très âgée, elle a 94 ans. Et c'est l'occasion d'un premier échange, d'un premier entretien avec elle pour lui poser des questions autour de cette histoire. Et évidemment, à la fois, elle me partage quelques souvenirs,
mais je me confronte aussi à la fragilité de la mémoire, qui est celle de, voilà, de la mémoire d'une dame très âgée, et que les choses fonctionnent évidemment, enfin, par flash, ils sont un petit peu décousus. En revanche, ce qui reste aussi très présent, c'est le souvenir d'avoir écrit quasiment quotidiennement le récit de cette action à l'ambassade dans des carnets. Et ces carnets, en fait, ils ont été publiés pour la première fois en 1979, un an en fait avant le décès de Pierre de Menton, dans un livre qui est signé de Pierre de Menton, mais qui en réalité est pour moitié, dont l'autrice de la moitié du livre est Françoise de Menton avec les carnets. Donc une forme de témoignage à deux voix entre le récit rétrospectif d'un ambassadeur qui, donc en plus un an avant sa mort, mais va faire le récit de cette expérience diplomatique un peu hors norme qu'il a vécue en particulier au Chili et à Santiago au moment du coup d'État, et le récit plongé dans le, on parlait tout à l'heure de réel, dans le temps présent et dans l'action, donc avec cette sensation d'être au pied du mur des événements sans rien savoir de ce qui va advenir, et de se confronter aussi au pied du mur de la réalité du régime militaire chilien qui, si dans les ministères parisiens à ce moment, enfin, au début du coup d'État, est perçu comme une forme de passage nécessaire pour un rétablissement à un ordre démocratique plus convenable, avec des élections qui pourraient être organisées rapidement, bah, en réalité, ce que voit et ce que décrit Françoise dans ses carnets, c'est un régime fasciste qui, de par la dictature militaire qu'il impose, lui rappelle le pire. Et le pire, c'est pour Pierre, comme pour Françoise de Menton, l'expérience qu'ils ont vécue pendant l'occupation, pour Françoise de Menton, et dans un camp d'enfermement pendant 5 années pour Pierre de Menton, donc cette expérience de la Seconde Guerre mondiale, la confrontation au nazisme qui, quelque part, à travers le régime militaire chilien, ressurgit et fait ressurgir cette image du pire. Donc enfin, voilà, les carnets, effectivement, font enfin, permettent d'être, bah, au pied du mur des événements, face à ce qui se produit, et non pas face à ce qu'on imagine ou ce qu'on projette de ce qu'est ce régime militaire chilien. Et donc moi, après cette rencontre, effectivement, je découvre ces carnets, mais on les redécouvre en fait ensemble avec Benoît, peut-être en remesurant aussi justement ce qu'il pourrait apporter au documentaire. Et puis il y a une forme de dernière découverte qui se produit dans la toute dernière ligne droite de la réalisation du film, au lendemain de la rencontre qu'on organise, et au cours duquel, qui est organisée à Choiset, au cours de laquelle on filme une grande partie bah, de cette histoire du film. On a l'occasion, en échangeant avec la famille, d'accéder aux carnets originaux, donc à en fait 2 cahiers de brouillon, quoi, hein, qu'elle avait sous la main, et qu'elle a noirci au fil des jours, en écrivant à la hâte, donc avec une écriture manuscrite où on voit bien qu'il y a une forme d'urgence à écrire pour ne pas oublier. Ça, moi, elle me l'avait aussi expliqué lors de notre échange. Donc de garder une trace. Donc ces carnets qui sont effectivement une des lignes, un peu voilà, très, très présent dans le film. En fait, ce qui est intéressant, c'est on les redécouvre, quoi, tout au long du processus de réalisation. Et c'est cette dernière aussi parce que c'était plus intéressant visuellement, et qu'on avait l'impression d'approcher un peu toujours plus ce récit voilà, des événements tels qu'ils sont vécus par Françoise de Menton. Bah, ces carnets, on a eu l'occasion de les filmer, et donc de les retranscrire, en tout cas de se réapproprier l'intégralité de cette matière, puisque la version éditée en 79 avait été pour moitié, euh, non pas forcément réécrite, mais en tout cas, si, parfois réécrite sur des formulations, mais surtout synthétisée. Et donc, voilà, il y avait un certain nombre de journées qui manquaient dans cette version un peu plus ramassée qui avait été éditée. Par exemple, je rebondis sur ce que tu as dit, Thomas, sur l'histoire de Pierre et de Françoise de Menton. Euh, et ça explique les questions que j'ai eues, qu'on peut avoir pendant qu'on regarde le documentaire. C'est-à-dire que quand on imagine l'ambassadeur et la femme de l'ambassadeur, on n'imagine pas forcément quelqu'un avec
vous m'excuserez de l'image, mais avec un BTS coiffure, quoi, ou BTS chimie. Donc on imagine une certaine aristocratie, une certaine bourgeoisie. Et on imagine une certaine hauteur aussi de leur part. Et tout ce qu'on voit dans le documentaire, tout ce qu'on entend, c'est une humanité telle qu'on aimerait l'avoir souvent, quoi. Elle explique elle-même qu'il y a un décalage. Elle voit une séance de thé avec 15 femmes et elle se dit, mais tout ça, c'est futile. Leurs discussions sont futiles. On lui demande, mais alors, est-ce que ça te plaît, tous ces changements extraordinaires? Il y a un décalage entre la futilité de la discussion et de la part, entre guillemets, et ce qui se passe dans l'ambassade. Et je trouve que cette humanité-là, elle transparaît dans votre documentaire, même si c'est pas votre premier souci, entre guillemets. J'imagine que vous vouliez plus raconter l'exil et l'asile des Chiliens, mais je trouve que l'humanité de ce protagoniste fantôme, je dirais, il explose à l'écran. Et c'est pour ça que je vous posais cette question sur les relations avec la famille Menton. D'autant plus que, tu l'as dit, on vous a reproché qu'elle n'apparaisse pas physiquement dans le documentaire, et c'est exactement la question que je me suis posée, parce que personne de la famille Menton n'apparaît, à part à la toute fin, mais parce que vous filmez la manifestation sur la mémoire de cet événement. Pourquoi personne n'apparaît ou personne ne témoigne? Est-ce que c'est un choix de votre part? Alors, Moi, c'est c'est pas. Alors, il y a quand même René de Menton qui invite, qui est donc un des enfants de Pierre et Françoise de Menton, qui est le propriétaire du château où la réception a lieu, et qui prend la parole pour inviter l'ensemble des invités pour cette journée d'hommage à Pierre et Françoise de Menton. Donc, il y a quand même René qui est présent. celui que je cite, hein, quand je dis à part celui que l'on voit Oui, lors de la cérémonie de mémoire, mais il ne vous parle pas directement. En tout cas, il ne parle oui, pas directement au spectateur. oui. Ensuite, en fait, on est quand même globalement dans le film, on est face à un récit absolument polyphonique où les récits sont portés par de nombreuses personnes, de nombreux personnages. Et il y a un moment, quand vous dirigez comme ça un orchestre polyphonique, il y a un moment, il faut un petit peu de discipline, en fait. C'est-à-dire que il faut que chacun joue un petit peu sa partition et voilà, que chacun joue pas sa partition, tout simplement. Et donc, on a essayé dans cet espace du château et dans cette temporalité de la journée de réception, de placer les personnages avec leur partition dans le décor et dans la journée, d'une certaine manière, tout simplement. Et donc, de la famille de Menton, eh bien, effectivement, on a gardé la parole de René parce que c'était une parole d'accueil et que c'était ça dans le présent qu'on avait envie de garder. Et puis ensuite, évidemment, parcourant tout le film, il y a la parole de Françoise de Menton qui accompagne tout le film et qui nous fait passer du passé au présent, ou plutôt qui, du présent, nous fait basculer vers le passé pour retrouver la chronologie des événements de ce qui s'est passé dans l'ambassade. Voilà. Si on avait rajouté au milieu du film des extraits présentant Pierre et Françoise de Menton, par exemple, il y a une archive assez connue où on voit Pierre de Menton au moment de l'enterrement de Pablo Neruda, donc en septembre 73, peu de temps après le coup d'État. C'est une image qu'on aurait pu mettre, mais on aurait cassé quelque chose qui était de l'ordre de l'unité, puis des règles du jeu qu'on a instituées dans le film. Donc voilà, chacun est effectivement un petit peu cantonné dans son rôle, et puis chacun joue sa partition pour permettre à cette histoire, qui est une histoire collective, parce que c'est une histoire de rencontre entre des personnes, comme vous le disiez, qui, sans cela, ne se seraient probablement jamais rencontrées, parce que
c'est des personnes qui appartiennent à des milieux sociaux très différents et qui habituellement ne se rencontrent pas. Bien là, pendant plusieurs journées, plusieurs semaines parfois, c'est des gens qui ont habité ensemble et qui ont traversé la tragédie ensemble. Heu, voilà, et puis pour finir sur la présence de la famille de Menton dans le film, il y a, Pierre de Menton qui apparaît à la toute fin du film heu, dans les archives familiales au moment où il est question du voyage, quoi. Voilà. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 na. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 Je veux bien qu'on parle un peu du coup de comment vous avez construit le documentaire. Comment vous êtes partagé la tâche. Là, en introduction, Benoît, tu as parlé d'écriture du documentaire et j'ai du mal à appréhender, moi, comment on écrit un documentaire, puisque j'imagine que par rapport à un film, on est tributaire, entre guillemets, des gens qu'on va interroger. Est-ce que ça veut dire vous les cadrez bien, que vous avez... comment on peut écrire un documentaire comment ça se passe? Alors, Un peu vague. d'abord, très concrètement, on écrit les documentaires parce qu'il faut trouver de l'argent pour faire les films et que donc du coup, pour trouver l'argent pour faire les films documentaires, il faut déposer des dossiers qui sont des scénarios,
accompagné d'une note d'intention et d'une petite note de mise en scène. Et donc, on dépose ces scénarios dans différentes commissions qui viennent du CNC, des régions et d'autres. Et que c'est l'attribution de ces fonds-là, de ces subventions-là, voilà, qu'on obtient ou qu'on n'obtient pas, qui permettent ou pas de faire les films, en fait. Voilà. Euh, et de les faire dans une certaine indépendance, parce que sinon, on peut les faire en faisant des reportages pour telle ou telle chaîne et en étant salarié, mais voilà, là, c'était évidemment pas du tout le cas. Donc, dès qu'on cherche un petit peu d'indépendance éditoriale et artistique, en fait, on est contraint de passer par un travail en fait avec un producteur qui lui-même va trouver un diffuseur, etc. Et puis on passe par toutes ces séries par toutes ces commissions où les dossiers sont analysés par des professionnels qui choisissent les projets qu'ils veulent soutenir, quoi. Oui. Ça veut dire, si j'extrapole ce que vous me racontez, si je comprends bien, ça veut dire que le documentaire, il se fait à la fin, c'est-à-dire au montage. Au montage, vous lui donnez la forme par rapport à ce que vous avez, de ce que vous avez en tête, de ce que vous avez appréhendé du sujet. Donc ça se fait au montage, le documentaire, ou j'ai rien compris, ou c'est pas tout à fait ça? Non, en fait, du coup, on va dire que il y a 3 temps. Un film documentaire se réalise essentiellement en 3 temps. Il y a un premier temps d'écriture, qui est un temps où justement, qui peut durer voilà, 1 an, parfois plus, où l'auteur va de son bureau à son terrain, d'une certaine manière, il part en repérage, il revient chez lui, il écrit, etc. etc. Et puis il écrit le projet. C'est un projet, on va dire, voilà, d'une 30aine de pages, par exemple, qui représente en fait le projet tel qu'il l'imagine. Ça, c'est un travail que l'auteur va faire en lien avec le producteur, qui lui a déjà les idées de commissions dans lesquelles il va déposer pour essayer de trouver de l'argent, etc. Voilà, ça c'est la première étape. Il y a une deuxième étape qui consiste au tournage, c'est-à-dire que voilà, on a trouvé l'argent pour faire le film, l'équipe, on réunit l'équipe, etc., etc. Et puis on tourne le film en suivant les règles du jeu qu'on avait imaginé. Et puis évidemment, les choses se passent toujours différemment, parce que sinon c'est pas drôle. Mais ça se passe voilà, relativement différemment de ce qu'on avait imaginé. Et en même temps, on retrouve l'essentiel. Et dans un troisième temps, qui est le temps de montage, on va essayer de retrouver le film ou un autre film, et on raconte une histoire, cette fois-ci, à partir des images et des sons qu'on a tournés, quoi. Voilà. C'est vraiment les 3 temps, je veux dire écriture, repérage, tournage, et puis montage et post-production. Ok, super, c'est très clair. Merci beaucoup. Non, Mais non, il n'y a du pas coup, de est-ce que ça souci. veut dire qu'on peut vous reprocher, une fois que le documentaire est fait, par exemple, vous avez donné voilà, la note d'intention, le scénario, etc. Le résultat diffère un peu. Est-ce que dans une prochaine commission, on peut vous le reprocher? On peut vous dire, ah ben tiens, Benoît Quillet, il nous avait vendu Au revoir l'ambassade qui allait raconter la famille de Menton. Ah ben tiens, finalement, ça raconte le 11 septembre 73. Est-ce qu'on peut, ou je délire complètement, je suis paranoïaque, c'est ça? Non, non, c'est-à-dire que ça fait partie des règles du jeu que D'accord. ce qui est présenté au niveau du stade du dossier, c'est avant le tournage, donc les choses elles peuvent évidemment prendre D'accord. une Oui. tournure différente puisque on est avec des éléments, parce qu'on tourne avec des personnes réelles, etc., quoi. Voilà. Ok. Par exemple, pour vous donner un exemple, moi, il y a quelques années, j'ai tourné un film dans une maison de retraite. J'ai écrit un scénario avec des personnes que j'ai rencontrées. Quand je suis allé tourner, évidemment, c'était en maison de retraite. Il n'y avait plus aucune des personnes qui étaient dans le scénario. Et il y a une autre histoire qui s'est tournée avec les personnes que j'ai rencontrées. Ok, super. Merci. Du coup, je reprends sur le documentaire, enfin sur Revoir l'ambassade. Je trouve que la fin, elle est vraiment, elle est forte au niveau émotion, je dirais. Alors d'abord, il y a ce cri en hommage à Pierre et Françoise de Menton, donc, qui dit un peu Ipipipoura, on ne sait pas d'où il vient. On voit la caméra qui se tourne pour chercher. J'ai vu le documentaire 2 fois, je sais toujours pas d'où est venu le cri.
Donc ça, c'est très fort comme moment. Mais vous terminez surtout avec la notion de retour au pays, entre guillemets, d'exil, avec des personnes qui ne sont jamais revenus, ne sont jamais retournés au Chili, d'autres qui ont fait le choix de venir. Et vous terminez par une descendante qui dit que non, son pays c'est la France et qu'elle va qu'elle ne voit pas pourquoi elle irait au Chili. C'est la dernière phrase d'ailleurs du documentaire. Je triche un petit peu, la dernière phrase, c'est pas vraiment ça. C'est le dessinateur qui dit voilà, c'est terminé. Euh, mais la vraie dernière phrase qui compte pour moi, c'est cette descendante qui dit mon pays, c'est la France. Pourquoi vous avez voulu terminer sur ça? Est-ce que c'était voulu? Est-ce que pour vous, ça faisait écho ou c'est un hasard du montage? Bah, en fait, il y a ce témoignage-là, mais en fait, sans tout dévoiler, mais il y a une succession de témoignages. Et à la fin, dans les derniers témoignages, on entend cette parole qui évoque effectivement un ancrage et le fait de se sentir. Elle dit effectivement, mon pays d'adoption, c'est la France. Donc, on entend le fait que, bah, partie enfant du Chili, elle a grandi en France et qu'aujourd'hui, elle se sent pleinement de ce pays et qu'elle se sent tellement de ce pays que quand elle retourne au Chili, il y a une forme de. Bah, c'est à la fois le pays où elle est née, c'est le pays de sa mère, de ses ancêtres, mais ce n'est pas le sien. Et du coup, effectivement, ça amène une réflexion sur cette question de l'appartenance et d'où on est et ce que qui est très commun en fait au parcours de l'exil, mais on entend aussi d'autres paroles à ce moment-là et en fait, c'est une forme alors de manière il y a que trois témoignages, mais en tout cas des positions différentes et des témoignages qui font entendre qu'il n'y a pas qu'il y a pas de parcours identique et que cette question de quel que soit le pays de départ et le pays où on va vivre sa vie et vivre cette vie en exil, que les situations sont très différentes, sont très singulières, y compris, et c'est le cas pour Carolina qu'on cite, au sein d'une même famille, puisque en l'occurrence, sa mère et sa grande sœur sont retournées vivre au Chili, et elle a fait le choix de rester en France, alors même qu'elle a 2 ans d'écart avec sa grande sœur. Donc, voilà, on entend une diversité de témoignages et de relectures en fait de cette histoire autour de d'où on est et où on veut à un moment donné continuer sa vie. Ce qui est commun en revanche peut-être à tous les témoignages, c'est qu'il y a une forme de que les personnes soient retournées au Chili après la dictature ou soient restées en France. Il y a un pont qui est établi, alors qui se crée dans la douleur et avec cette fracture que représente la dictature, mais que bah, il y a des allers-retours qui se maintiennent parce que bah, la famille est soit restée en France, soit restée au Chili et qu'il faut gérer ces liens entre les deux pays et qu'effectivement ça c'est commun à tous quoi. Le fait de tenir et de chercher une forme d'équilibre et de chercher une forme de stabilité dans ce qui est l'expérience même de l'instabilité et en fait qui est celle du déracinement et des parcours d'exil. Ok, d'accord, merci. Et je veux bien rajouter un truc parce que je trouve que c'est enfin, très juste ce que dit Thomas sur l'instabilité des parcours d'exil, mais qui résonne avec l'instabilité de nos parcours de vie à tous. Et que, évidemment, dans cette dernière affirmation qui dit un petit peu, oui, bah, c'est ça la France, d'une certaine manière, mais c'est enfin, je crois qu'il nous semblait vraiment important d'affirmer dans les dernières phrases du film, qui sont un petit peu politiques, effectivement, que le rétrécissement auquel on assiste actuellement autour de cette multitude d'identités nationales qu'il faudrait préserver, etc., et qui, à mon sens, sont dangereuses et mortifères, et je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener, cette affaire-là, mais c'est vraiment... Voilà. Donc voilà, terminer le film en rappelant que les identités sont multiples, plurielles et riches de leur diversité,
ouais, ça me semblait ça, et que la France, elle est riche de ça aussi, elle est riche de sa diversité, voilà. Donc c'était bon. Pour moi, il y ça a- résonne en fait avec une belle expression de Patrick Chamoiseau qui est l'identité relationnelle Hmm. et qui vient effectivement rompre avec toute vision un peu figée de ce qu'est l'identité et dans l'expression même du mouvement qui est le mouvement de ces parcours de vie, et là en l'occurrence des parcours de vie marqués par l'exil, et ben on sent en tout cas que l'identité relationnelle, c'est quelque chose de beaucoup plus juste et surtout qui résonne avec voilà, des histoires qui sont là, en l'occurrence, on l'a vu depuis voilà, autour des quelques diffusions, projections du film, que des personnes se sentent concernées, touchées par cette histoire parce qu'elle rappelle, alors même qu'ils ne sont pas chiliens ou qui parfois n'ont jamais entendu parler de cette histoire ou de la dictature, de l'exil des Chiliens en France ou dans d'autres pays, mais se sentent concernés par ce qu'on est en train de raconter là et qui est effectivement aussi au cœur du film. Bah, parce que ça parle très, très largement et en fait, ça touche une majorité, quoi. C'est-à-dire que là où on entend souvent que, les exilés, les étrangers, c'est une minorité de la population, en fait, la manière dont ces trajectoires de migration, marquent, les personnes et les familles, bah, ça, c'est quelque chose de très, majoritaire, quoi, pour le coup. Ouais. Et je reviens sur ce que je disais en introduction. Je trouve que la construction du documentaire, elle est vraiment très bonne. C'est-à-dire qu'on démarre au début, les premières minutes, j'étais un petit peu dérouté parce que on est là dans ce jardin et on voit un film qui est projeté. Et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce que c'est le documentaire qui est projeté qu'on va voir tout le long? Enfin, on ne sait pas trop comment entrer dans le documentaire. Ensuite, il y a les témoignages, l'émotion arrive au fur et à mesure et ça éclate dans les la dernière demi-heure. Et je trouve que c'est vraiment très, très bien construit ça. Vous avez voulu construire ce crescendo-là. Vous en avez parlé entre vous ou ça s'est imposé au fur et à mesure du montage? La question du récit était vraiment la grosse question de ce film, parce qu'il y en a plusieurs, en fait. Il y a plusieurs récits qui s'enchevêtrent. Il y a évidemment Françoise de Menton qui raconte au jour le jour ce qui s'est passé dans l'ambassade, voilà. Et puis, vous avez ce qui se déroule au sein du château à Choiset, 50 ans plus tard, au moment de cette réception où les gens viennent se souvenir de l'action de l'ambassadeur et de l'ambassadrice, et puis en même temps visitent une exposition, entendent des discours, écoutent de la musique, voient des extraits d'entretien dans une grange, etc., etc. Donc, on est sur deux niveaux de récits différents, et comme le défi ne nous semblait pas suffisamment compliqué, on en a rajouté un troisième, puisqu'on a rajouté une troisième histoire, qui est celle de l'histoire familiale de José, où José, devant une feuille de dessin, dessine ce qu'il imagine être le parcours de ses parents et de lui, mais lui était bébé, il avait 1 an, lorsqu'ils ont trouvé refuge dans la résidence et qu'ils ont quitté le Chili pour la France. Donc on a trois récits à croiser comme ça, voilà. Et ça a été vraiment l'enjeu du montage, d'essayer de voir comment est-ce qu'on organisait les choses. On s'est aperçu que tout tenait d'une certaine manière, mais qu'on a quand même une première partie où le récit est, on va dire, majoritairement porté par la voix de Françoise de Menton, une deuxième partie où le récit est majoritairement porté par les Chiliens qui rentrent dans le château de Choiset et se souviennent d'une certaine manière, voilà. Et puis, non, j'allais dire une troisième partie, mais non, en fait, c'est ça, c'est essentiellement une première partie du film qui est essentiellement tendue par Françoise de Menton, une deuxième essentiellement structurée autour des récits des Chiliens. Et puis sur la troisième partie, on revient un petit peu vers Françoise de Menton pour conclure le récit. Mais voilà. Et du coup, comment vous êtes partagé le travail entre vous deux?
Est-ce que vous avez tout fait ensemble? Est-ce que vous vous êtes partagé le travail? Comment ça s'est goupillé entre vous deux? On a tout fait ensemble. Ok. Toutes les discussions à deux, c'est vraiment un documentaire super. Vous avez prévu autre chose? Un nouveau documentaire tous les deux? Ou c'est pas à l'ordre du jour? Ou on peut pas en parler? Bah si, on en parle on en parle entre nous. Il faut qu'on trouve le temps et puis le, voilà, le sujet. Voilà. On a des idées en tête, on va dire. Voilà. Ok, super. Alors, on termine toujours nos entretiens par des conseils. Donc, si vous voulez conseiller un livre, un film, une série, vous pouvez, vous avez la parole. C'est pas obligatoirement en lien avec le documentaire. Moi, j'ai envie de partager un autre film documentaire que j'ai vu là il n'y a pas très longtemps, pour continuer sur les questions d'asile et d'hospitalité. C'est un documentaire de Camille Ponsin qui s'appelle La Combattante. Et en fait, enfin, le film est le portrait d'une anthropologue qui s'appelle Marie-Josée Tubiana, qui a 90 ans et en fait qui a été sollicitée régulièrement en fait par des associations qui travaillent auprès de Soudanais, de personnes du Darfour en fait qui ont porté une fois en France des demandes d'obtention du statut de réfugié et bien souvent au regard de l'absence d'éléments géographiques, sociologiques, etc., qu'on vu leur demande refusée, enfin, vous voyez, leur demande refusée, et en fait, elle intervient à ce moment-là, quoi. En tant qu'anthropologue qui a vécu plusieurs années, qui a travaillé de nombreuses années, en fait, sur la région, et qui permet à des dizaines de personnes de faire appel des décisions et de saisir, enfin, de partir de la science, en fait, de ces travaux pour faire valoir et pour faire reconnaître, en fait, leurs droits, tout simplement. Et voilà, et c'est un très beau film et un très beau portrait de cette femme engagée, donc La Combattante de Camille Ponsin. Super. Ben, on mettra les liens sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Benoît, tu veux prendre la parole sur une œuvre à partager ou pas? J'aimerais inviter les auditeurs à lire ce livre incroyable qui s'appelle La carte postale. Je suis désolé, j'ai oublié l'auteur de ce livre-là, mais c'est un récit autobiographique. Donc l'auteur raconte qu'un jour elle a reçu une carte postale sur laquelle il y avait écrit 4 prénoms, qui sont les prénoms de 4 personnes de sa famille qui ont été déportées à Auschwitz. Et donc, elle reçoit cette carte postale et elle se met en quête de retrouver l'histoire de ces 4 personnes. C'est un bouquin absolument passionnant. J'ai oublié le nom de l'autrice, j'en suis désolé, mais vous retrouverez facilement. Et c'est juste un... Ouais, pour moi, c'est le dernier grand choc, c'est pour ça que j'en parle. Anne Berest. Voilà, merci, c'est ça, Anne Berest. Aux éditions Grasset. Pareil, on mettra le lien sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Super, je vous remercie encore vraiment d'avoir accepté l'invitation de la nuit du dimanche pour parler de votre documentaire. On mettra tous les liens sur les réseaux sociaux et sur le site. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damage. Previously on